Bon, alors, pour ne rien vous cacher, avec mes 75 ans, je suis actuellement soigné pour 2 leucémies. Bon, je suis donc j'ai toutes les raisons du monde pour ne pas venir, et je suis venu parce que c'est ici. Je fais des conférences depuis 1962, donc j'ai fait des centaines de conférences, et je ne vous mens pas parce que je n'aime pas mentir, c'est certainement ici que j'ai eu l'accueil le plus chaleureux, à la fois du public et à la fois de Hubert et de Thérèse. Alors seulement la chimiothérapie a ses ennuis, et entre autres, elle me brûle la vessie et l'intestin. Donc vous n'en voudrez pas si brutalement je vous quitte pendant quelques secondes pour aller aux toilettes, c'est comme ça. Bon, je suis toujours en vie, je continue de me battre, comme je le fais depuis 1962, ça fait beaucoup de temps. Alors, vous vous souvenez certainement que je vous avais montré ça, qui est un livre que j'avais écrit pendant il y a 10 ans, qui montrait un être dans un couloir sans âme, avec une fleur. La fleur représente l'ordre naturel créé par Dieu, et au fond, qu'y a-t-il? Est-ce un homme? Est-ce un robot? C'était le thème de la conférence. Et le but était de vous expliquer que c'était ce qui était recherché actuellement par la science, mais pas seulement par la science, surtout par les transhumanistes. Alors on va revoir un peu ça rapidement. Je vous avais parlé de la biologie et de la génétique, mais je vous donne quelques points de référence. Un gars comme Kurzweil, qui est le fondateur du mouvement transhumaniste, vient d'être nommé directeur des recherches chez Google. Donc, Google va être dirigé par un transhumaniste. Il faut vous savoir que ce qu'on appelle les GAFA, on en parle beaucoup maintenant, mais j'en parlais déjà il y a 5 ans. Bon. C'est Google, Amazon, Apple, Facebook, et on rajoute maintenant Microsoft. Amazon a fait 1000 milliards de profits boursiers bancaires l'an dernier. Les GAFA réunis ont fait 5000 milliards de profits de valorisation fiscale par la bourse. Alors on ne sait plus ce que c'est comme chiffre, c'est tellement élevé qu'on n'en peut pas. Bon, alors j'ai essayé de prendre un point de comparaison avec le budget de la France. Le budget de la France, c'est 376 milliards. Alors vous imaginez ce que peut représenter des groupes comme Facebook ou Amazon, c'est colossal. Et Google en est un, et vous imaginez les possibilités financières que Kurzweil va avoir pour imposer le transhumanisme au monde entier. Alors souvenez-vous que j'avais étudié, enfin je vous avais présenté 2 aspects de ça, l'aspect biologique avec les cellules souches et des choses comme ça, et puis la génétique. Ces choses-là évoluent avec une vitesse colossale, et dans le domaine de la biologie, tout récemment, ça date de la semaine dernière, les Chinois qui ne se gênent pas pour transgresser, parce que le mot de transgression,
c'est ce mot qui explique tout. La civilisation de transgression, eh bien, ils ont injecté dans le cerveau de singes des cellules cérébrales humaines. Moyennant quoi, ces singes ont augmenté leur quotient intellectuel. Ça vous rappelle le film La planète des singes, mais malheureusement, c'est des choses qui se font actuellement. Alors toujours en Chine, il existe une convention internationale qui s'appelle la Convention d'Oviedo. Cette Convention d'Oviedo interdit de toucher au patrimoine génétique des hommes sans raison de but thérapeutique. Or, il y a un savant qui travaillait dans son coin, qui a trouvé le moyen, alors c'était quelque chose qui était préventif, il a supprimé un gène qui rend la personne susceptible d'attraper le HIV, c'est-à-dire le sida. Comme ça allait contre la convention d'Oviedo, il a été arrêté. Alors comment il a fait ça? Pour ceux qui se souviennent de ça, je leur avais présenté le CRISP CRISPR CA9, qui est cette découverte faite par une Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, et Emmanuelle Charpentier a trouvé le moyen de faire de la chirurgie des gènes. Mais alors avec une Américaine qui s'appelle Doudna. Et Doudna, tout de suite après, a dit, mais attention, c'est pas si facile que ça. Alors, je vais vous donner un exemple très simple et pratique qui me touche directement. J'ai perdu un fils qui avait la myopathie parce qu'il avait le gène de la myopathie. Et j'ai un petit-fils qui a la myopathie. Alors mon fils est mort il y a longtemps et j'ai un petit-fils qui a la myopathie. Alors vous vous dites, mais c'est formidable parce qu'avec le CRISPR-Cas9, on va couper le gène de la myopathie. Eh ben c'est pas si facile que ça. Et Doudna, qui était l'associée de Jennifer Doudna, a dit attention, quand vous touchez à un gène ou que vous supprimez un gène, vous ne savez pas l'effet que ça peut avoir sur les autres gènes. On ne sait pas. Et les gènes ont des relations entre eux. Les gènes sont formés des chaînes d'ADN, ce qui, comme je vous avais dit, la chaîne d'ADN du corps humain, c'est la distance du corps, de la Terre à la Lune, et moi de la Terre au Soleil, parce que je suis plus gros que vous. Bon, mais j'ai perdu des kilos avec la leucémie. Et donc, c'est pas si simple que ça. C'est exactement pareil pour le cerveau. On en reparlera tout à l'heure. Il y a 100 milliards de cellules dans un cerveau. Et 100 milliards de cellules, mais on ne connaît pas les relations qui existent entre ces cellules. Ça serait trop simple. Et actuellement, on découvre qu'il y a autour des cellules neurales, des neurones, les neurones ne représentent que le tiers du poids du cerveau, qui fait 1 kilo, donc les neurones c'est 350 grammes ou 400 grammes, et le reste c'est du tissu de soutien. On appelle ça le gliome. Eh bien, le gliome, on n'a aucune idée de l'influence que ça a sur le système nerveux. On sait que ça a de l'influence, mais on n'en connaît pas la nature. Alors ces relations entre les gènes, on mettra des années avant de les connaître. Et je voudrais revenir sur un point concernant la génétique qui m'a semblé, on a sorti un cahier de Saint-Raphaël.
c'est fondamental. Il y a des savants, je vous les répète parce que c'est tellement colossal. C'est concernant l'évolutionnisme de Darwin. Il y a des savants qui ont étudié le génome de 100 000 espèces animales. Alors vous allez dire, non mais vous foutez de moi, là, 100 000 espèces, c'est un peu beaucoup. Ben, il y a déjà 500 espèces de passereaux. Bon. Et ils n'ont pas travaillé seuls. Ils ont travaillé avec quasiment tous les laboratoires de génétique du monde pour étudier les génomes et l'ADN des espèces animales. 100 000 espèces. Ils sont arrivés à la conclusion, c'est que les génomes de toutes les espèces vivantes étaient très proches. Alors on dit du singe, oui, mais aussi du Caenorhabditis elegans, qui est un tout petit ver, qui est gros comme un fil à cheveux. Tout ça, c'est très très proche. Donc, apparemment, ces espèces sont apparues ensemble, mais il y a quand même des petites différences. Sinon, on serait tous des Caenorhabditis elegans ou tous des singes. Bon. Et il a fait donc ils ont étudié les variations du génome qui sont très 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 faibles d'une espèce à une autre. Et ils se sont rendus compte, donc ils ont fait une appréciation de ces espèces, et par les algorithmes, ils sont arrivés à la conclusion que toutes les espèces étaient apparues il y a 100 000 ans environ. Alors vous me dites, ça vous fait rien? Ben moi ça me fait quelque chose. Parce que il y a les théories darwiniennes de Darwin ont servi de vecteur à tous les grands systèmes politiques destructeurs de l'humanité, dont le transhumanisme. Et ça concerne, à partir du moment où on croit à l'évolution. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois à ce qu'il y a de marqué dans la Bible. Je suis peut-être idiot, bon. Mais ces gens-là disent, toutes les espèces sont arrivées il y a 100 000 ans. Alors, quand on vous dit l'homme de Totavel est apparu il y a 420 000 années, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. Elles sont toutes apparues. Alors, vous pensez qu'une nouvelle comme ça... Alors, le système marxiste qui aboutit au surhomme, le système hitlérien qui aboutit au surhomme, le système de Teilhard de Chardin qui aboutit au point oméga, tout ça, c'est basé sur des erreurs scientifiques. Mais comme on ne peut pas renier d'un seul coup tout cela, eh ben on vous en parle pas. On ne vous en parle pas. Il y a 1000 savants. Maintenant, ils sont à 1056. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Il devrait y avoir des centaines d'articles là-dessus. Il y en a 2 ou 3. Il y a la liste. Il y en a des pages et des pages et des pages. Ça s'est fait à partir de 65. Pourquoi ça s'est fait aussi lentement? Parce qu'il fallait vérifier que celui qui signait, c'était pas le pingouin du coin. Bon. Eh bien, à l'heure actuelle, là, il y a 1056 chercheurs de haut niveau, généticiens, biologiques, responsables de laboratoire, qui vous disent que la théorie de Darwin doit être remise en question. Vous voyez sur Internet, vous voyez pas. C'est certainement la grande trouvaille la plus importante du siècle. On vous en parle pas. Donc, nous avons fait un cahier là-dessus, et le deuxième aspect de la génétique était le suivant, c'est que la génétique actuelle se base uniquement sur le noyau avec les chromosomes, les 46 paires de chromosomes formés de filets d'ADN. Or, on a découvert récemment que dispersé dans le cytoplasme, c'est ce qui entoure le noyau et qui est limité par la membrane des cellules, le cytoplasme, il y avait des
des petites particules, on les connaissait, on savait que ça s'appelle les mitochondries, vous avez peut-être jamais entendu ce mot-là, les mitochondries étaient eux-mêmes porteurs de gènes. Et alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi, ces gènes-là, on ne sait pas trop leur message. Et on a appris que les gènes de mitochondries, mais pas seulement ça, que dans le cytoplasme, il y avait dispersé des filaments d'ADN et que ces filaments d'ADN évoluaient constamment. En fonction de quoi ces filaments d'ADN évoluaient? Eh bien, en fonction de notre façon de vivre, en fonction du climat où nous vivons, en fonction de la manière dont vous vous entendez avec votre voisin. Et ça, c'est hautement évolutif d'un moment à un autre. Si vous vous mettez au régime comme moi, un régime forcé, je vous cache pas, eh bien, ces filaments d'ADN vont être modifiés. Et avant, alors c'est le Piloquet, qui est professeur de génétique que je connais depuis de nombreuses années, qui m'a dit, alors ça s'appelle l'épigénèse, c'est-à-dire c'est le code du code, c'est au-dessus, épi ça veut dire au-dessus, hein. Alors épigénèse, le code au-dessus du code. Et il m'a dit, avant qu'on réussisse à comprendre ça, il se passera des décennies. Pourquoi? Parce que les chromosomes sont relativement fixes les uns par rapport aux autres, on les connaît maintenant. Mais l'épigénèse, elle varie tout le temps. Alors allez saisir quelque chose qui varie tout le temps. C'est le sens de ce que m'a dit le professeur Piloquet, vous voyez. Ça change tout, vous voyez, ça change toute notre vue de ce que l'on peut dire de l'humanité à cause de l'évolution. Pourquoi ? Parce que le transhumanisme, qui est quand même le sujet de notre conférence, c'est que le transhumanisme dit, depuis Darwin, on sait que le monde évolue, et nous allons reprendre l'évolution et nous allons l'accélérer. C'est ça le sens du transhumanisme. Cette notion, je vous supplie, si vous n'achetez qu'un seul cahier Saint-Raphaël, achetez sur celui de la génétique. Parce que ce que je vous dis, vous ne le verrez nulle part. Parce que ça détruit à la fois les systèmes politiques, idéologiques, et remet en question notre manière de vivre. Il faut l'acheter. Oh, c'est uniquement ces deux items que je développe à propos de la génétique. Ça n'est pas compliqué. Je me suis appliqué à ce que tout le monde le comprenne, mais je voudrais que ce message passe parce que c'est basé. Moi, je ne donne jamais une information, aussi petite soit-elle, sans remonter à la source. Automatiquement, et là je suis remonté à la source et bien évidemment je ne raconte pas des histoires et on peut y arriver tout doucement si tout le monde le dit autour de soi en disant ouais Darwin il y a longtemps que c'est fini. Alors ça nous revient au transhumanisme et ce projet que veut reprendre les transhumanistes, je l'avais déjà énoncé dans le premier livre, L'homme artificiel. J'en ai fait un autre qui s'appelle L'ultime transgression. Et le dernier, c'est la fin de l'humanité. Et quand je dis que l'humanité va mourir, va disparaître, il y a maintenant beaucoup plus de gens qui le disent. Et pas seulement en disant Dieu va pas laisser faire tout ça et ça va mal se passer pour l'homme, mais parce que tout simplement là on y va à la disparition de l'homme. Quand on aura transformé les hommes en robots, il n'y aura plus d'humanité. Alors vous dites peut-être ce Bondiquès, oui, il raconte des trucs, est-ce que c'est peut-être vrai, mais ça va venir, mais on n'y est pas encore. La confusion de l'homme et du robot.
Voilà, ça c'est le quotidien du médecin du 23 avril. C'est pas vieux, ça date de 3 jours, ou 4 jours. Bon. Voilà ce qu'ils disent. Le titre est intéressant. Des machines à la frontière de l'humanité. Ça veut dire les machines seront-elles à la frontière de l'humanité ou nous serons-nous à la frontière de l'humanité? Et ils abordent la question d'une manière tout à fait étonnante avec les robots sexuels. Alors les robots sexuels, vous savez qu'au Japon il y a des robots sexuels, les gens peuvent les acheter et dans l'ensemble ils en sont contents. Et bon, et à tel point que les robots sont devenus tellement humains que l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui est pourtant arriéré, tenez-vous bien, a donné le statut d'humain aux robots. C'est-à-dire qu'on peut se marier avec sans aucun problème. Au Japon, on peut se marier avec un robot, ça ne pose pas de problème. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un pays qui est l'Arabie Saoudite, qui est très totalitaire, et qu'ils acceptent une chose pareille. Alors c'est très intéressant. David Levy prédisait que les humains auraient des relations intimes avec les robots d'ici 2050. Ça se fait déjà maintenant. Est-ce possible? Il faut sortir de nos certitudes. L'amour n'est pas uniquement une propriété humaine. Ah, l'amour est-il uniquement une propriété humaine? Bon. Or, alors je passe un peu, c'est un peu long. Or, les hommes ayant eu des relations avec des robots ont trouvé ça agréable. On sait aussi que les enfants et les personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer montrent de l'attachement à des petits chats robotisés. Des petits chats robotisés. Dans une étude menée chez les enfants et adolescents, la majorité pense que le robot humanoïde est un être social, susceptible d'intelligence et d'émotion. C'est pas moi qui le dis, hein. Bon. Alors ça continue, c'est quand même intéressant. Alors on dit l'amour n'est-il pas dépendant de l'ocytocine qui est sécrétée par l'hypophyse? Chez l'être humain, il continue, l'attachement peut se développer envers tout objet procurant des émotions ou des cognitions positives. Il est tout à fait possible d'aimer un humanoïde. Et le titre, c'est « Que reste-t-il de nos amours ?» Voilà. C'est le titre de l'article, hein. Bon. Alors vous voyez que mon homme robot là sur mon bouquin, c'est pas de la rigolade, c'est vraiment quelque chose de précis. Je voudrais souligner quand même une nouvelle. Les transhumanismes n'ont aucune idée de ce que c'est la transcendance. Ils ne se posent pas la question de savoir d'où viennent les astres, d'où viennent ce que nous sommes. C'est complètement en dehors de leur idée. Si on leur en parle, ils comprennent pas. Alors, où est-ce qu'il est mon gros bouquin, là? Le gros bouquin gris. Ah, ça m'embête. Je l'ai pris spécialement pour le montrer. On l'a perdu dans nos pérégrinations. Bon. Alors, il y a, quand je vous ai dit, il y a des choses qui sont très préoccupantes actuellement. Ce que je viens de vous dire à propos des manipulations génétiques, mais la question, c'est que les transhumanistes considèrent les hommes comme du matériel humain. C'est pas neuf, hein, c'est ce que disaient Marx, Engels, c'est pas nouveau, hein. Bon. Et dans cet esprit là, il y a un gars qui s'appelle Yuval Harari, c'est le livre que ma femme est en train de chercher. Ah, elle l'a. Ah, c'est bien. Bon. Et on l'a offert pour mon anniversaire. Alors, il s'appelle Yuval Noah Harari. Et il a écrit un livre
qui s'appelle Homo sapiens. Ça veut dire l'homme humain devenant sachant, devenant intelligent. Alors, il a eu beaucoup de succès avec son livre-là. Et qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je l'ai pas acheté. C'est que c'est une apologie comment dirais-je, des idées de Darwin, de l'évolution de Darwin, qui fait que entre la boue d'il y a 1 milliard d'années s'est développé un espèce d'intracellulaire qui a grossi, puis qui a pris position sur la Terre, et puis il a eu des petites pattes, et puis on vous fait des magnifiques schémas. Alors l'homme qui était comme ça, et puis qui s'est relevé, ça on en voit partout. Ben, tout ça c'est de la daube, il faut que vous le disiez autour de vous. Tout ça c'est fini. Le jour où ce que je vous ai dit sur la génétique, eh bien, quand tout le monde aura pris conscience de cela, le transhumanisme sera, on verra les choses autrement. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, faut que vous vous imprégniez de ça, parce que c'est fondamental. C'est en comprenant ça, vous comprenez ce qu'est le transhumanisme et l'évolutionnisme. Alors, fort de son succès, il a fait un livre que voilà, qui s'appelle Homo Deus. Alors, question, est-ce que ça ne vous interpelle pas? Bon, ça vous rappelle quoi? Vous serez comme des dieux. Donc, c'est la philosophie générale, vous serez comme des dieux. Donc, l'homme est en train de prendre la place de Dieu. Il saura tout faire, etc. Ça prendra du temps, ils disent, mais voilà. Alors, il y a beaucoup de considérations dans le domaine politique, dans le domaine, dans divers domaines, mais c'est surtout le dernier chapitre qui m'a intéressé. Alors, Ray Kurzweil, dont je vous ai parlé, qui a créé l'université de la singularité. Qu'est-ce que c'est que la singularité? C'est le moment où la machine robotique ou robotisée sera devenue plus intelligente que l'homme lui-même. Donc, qu'elle le dépassera. D'où la nécessité pour l'homme mathématique de se transformer en machine. Ah ben oui, réfléchissez une seconde. À partir du moment où la machine devient plus intelligente que l'homme, ben, il faut que l'homme s'intègre à la machine, ou que la machine soit intégrée à l'homme. Ça revient à mon livre, mon homme robot. Et alors, il a écrit un livre qui s'appelle The Singularity is Near. Ça vous rappelle pas quelque chose? Le royaume des cieux est proche. Cette phrase terrible, le royaume des cieux est proche, la singularité est proche. Nous allons prendre la place de Dieu. C'est clair, hein? C'est clair. Et nous devons nous-mêmes tout faire pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et alors, dans ce chapitre, il nous explique qu'il s'est créé une religion qui s'appelle le dataïsme. Le mot vous étonne, ça vient de data, qui évoque quoi pour vous? Qui évoque le big data, dans lequel vous pouvez stocker toutes vos données informatiques. Vous voyez les mecs dans le big data, de manière que vous soyez certain qu'elles ne disparaissent pas. L'idée suivante est développée. Imaginez un médecin, un ingénieur et un agriculteur. Et puis imaginez
3 chaudronniers. De quoi sortira, de qui sortira le plus d'idées? Est-ce que ça sera du médecin avec les 2 autres ou des chaudronniers? C'est certainement des 3 qui sont les plus intelligents, et le médecin en tête, bien sûr, je ne vous fais pas dire. Bon, donc l'idée principale, c'est l'information. Et le big data est en train actuellement de collecter toutes les informations au monde. Au monde. Quand vous vous déplacez d'un endroit à un autre, vous passez pour mettre votre ticket. Au restaurant, c'est pareil. Sans parler, bien sûr, des programmes informatiques que vous pouvez regarder. Tout y est. Tout y est. On en sait plus sur vous que vous n'en savez. Le big data est capable de vous dire, d'après la forme de vos visages, la manière de vous exprimer, si vous avez des tendances homosexuelles, sans aucun problème. Donc on arrive à un rassemblement colossal de données, et c'est le big data qui va devenir Dieu, qui prendra la place de Dieu, d'où le nom de dataïsme. Alors vous allez dire, moi je ne me sens pas la taille d'être Dieu. Non, mais ce que les dataïstes, et c'est la majorité de Google et des GAFA, considèrent que nous-mêmes, nous ne sommes que des algorithmes des situations antérieures. Résultat, on a le droit de faire tout ce que l'on veut. Tout ce que l'on veut, je vais vous donner un exemple précis. L'État de New York vient de dire que l'on pouvait faire des avortements, vous appellerez ça comme vous voulez, jusqu'au moment de la naissance. Mon métier, c'était celui de médecin accoucheur. Ma femme est sage-femme. Imaginez la situation, ou notre situation, d'un bébé dont on dit, je vois les cheveux, il va apparaître, et que la femme dit, je veux avorter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enfoncer la fontanelle, on va vider le crâne de l'enfant, on va prendre des forceps et on va tirer l'enfant. Voilà où est-ce qu'on en est. Le gouverneur, alors le gouverneur, ça s'appelle Cuomo, et pour saluer l'événement, il a fait illuminer l'Empire State Building, là, qui remplace les 2 tours qui ont été démolies. C'est effroyable. Il y en a un autre qui est gouverneur de Virginie. Il se présente que les avortements tardifs, on pique dans le cœur de l'enfant au travers de la paroi guidée par échographie, et on lui injecte un produit mortel. Mais dans un certain nombre, alors après on déclenche l'accouchement, et dans un certain nombre de cas, l'enfant naît vivant. S'il est prématuré, il faut que vous sachiez que on peut descendre jusqu'à 24 semaines de grossesse, qui correspond à 4 mois et demi. On fait vivre des prématurés de 4 mois et demi. Ce sont des êtres vivants. Eh bien, si l'intention était de faire un avortement, eh bien, l'enfant naît vivant, on le met sur le côté, ou bien on lui tord le cou, on lui coupe le cou avec une paire de ciseaux, ou bien on le noie pour l'empêcher de se... Nous en sommes là. Nous en sommes là, dans cette espèce de, d'humanisation de la matière humaine. Alors nous sommes des émanations du big data, et moyennant quoi, nous arrivons à une situation dramatique qui nie absolument la totalité des commandements de Dieu qui nous ont été donnés par Moïse. Alors, des histoires comme ça, il y en a pas mal, et je résume parce que ça, j'en avais les différents stades qui arrivent à cette situation-là
de l'avortement tardif, de l'assassinat. Je ne vous parle pas de l'euthanasie. Vous devez être au courant. On va bientôt maintenant en Belgique, on euthanasie les aliénés mentaux. Sans leur, il y a 800 ce qu'on appellerait des aliénés mentaux qui semblent ne pas répondre à aucun traitement. On s'en débarrasse, on les euthanasie. Bon, c'est pareil en Hollande, c'est pareil au Luxembourg. Vous voyez, c'est effroyable, les malades que l'on peut pas guérir. On dit, bon, bah oui, vous avez une leucémie, bon, bah le mieux, ça serait d'arrêter les frais tout de suite, parce que ça coûte cher, les produits, et c'est vrai. Alors voilà les les stades que j'avais décrits il y a 10 ans. Vous avez le premier stade est de dissocier la sexualité de la procréation. Dissocier la sexualité de la procréation, c'est la pilule, bien sûr, qui dissocie la sexualité de la procréation, mais c'est ce qu'on avait dit de l'ectogénèse. Alors l'ectogénèse, c'est le développement de l'enfant hors du sein maternel, et je veux dire, c'est impossible. Quand, lors des discussions sur le mariage homosexuel, il y a un dénommé Michel qui présidait la commission. Et il y a la femme de Jospin, qui s'appelle Madame Agazinski, qui est venue et qui a dit, qui a expliqué son point de vue, que elle est pédopsychiatre, et elle a dit que c'était le mariage homosexuel était quelque chose qui déformerait la société, qui détruirait la société. Et puis Michel a dit, oh mais vous inquiétez pas, la procréation, il n'y a pas de problème, bientôt on fera la procréation par les machines. Hein, ça rappelle Le Meilleur des mondes, le premier Aldous Huxley, le premier chapitre. Madame Agazinski s'est levée et elle a dit c'est impossible. Elle est partie en claquant la porte. Vous voyez. Donc effectivement, tout ça, il y a toute une partie de baudruche là-dedans. Vous voyez, on me dit l'ectogénèse, on vous intoxique. C'est pas vrai. On n'y arrivera pas bientôt, comme on n'y arrivera probablement jamais. Alors les stades que j'avais déterminés sont dissociation de la sexualité et de la procréation. Le deuxième stade en voie de généralisation est la procréation médicalement assistée. On est en plein dans le débat, la question de la PMA, procréation médicalement assistée. Là, il y a dans ce cadre-là, les mères porteuses rémunérées, auxquelles on arrive, et ou élevées tout simplement en incubateur, ça on n'y arrivera pas, c'est pas demain qu'on y arrivera. La machine pour la reproduction et le sexe, si je puis dire, pour la bagatelle, comme disait le général de Gaulle. Oui, c'est lui qui avait dit ça. Oui. Le troisième stade, aussi en voie de généralisation, est de modifier le génome pour transformer les hommes en fonction des impératifs de la société. Donc, on dit, ben voilà, on veut plus de myopathes, on va modifier tous les génomes. Voilà. Vous savez que la génétique va très loin. Moi, en fait, je suis porteur de deux formes de leucémie. Eh bien, le diagnostic est fait maintenant par la génétique. Alors, je suis porteur du HYD88 et aussi du 5Q. 5Q, c'est la 5e paire de chromosomes. Bon. Alors, on arrivera à des mutants qui sont qui seront progressivement réalisés, comme je viens de vous le dire, en Chine, parce que la Chine a fait arrêter le gars, mais elle lui a pas dit d'arrêter ses expériences. Vous voyez, c'est comme celle sur le singe. Le quatrième stade consistera
à transformer progressivement l'homme en un ordinateur pensant. Alors quand Spielberg est allé à la Silicon Valley pour y trouver des trucages pour ses films, hein, c'est, je sais plus les films de Spielberg, comment E.T., enfin, c'est pas la guerre des Jurassic Park, c'est ça, c'est les Jurassic Park. Oui, oui. Bon, alors consistera à transformer progressivement l'homme en un ordinateur pensant. C'est ça la transhumanité. Alors Spielberg s'est ramené à la Silicon Valley et on lui a dit on va greffer Google dans la tête des gens. Vous voyez? Alors vous me dites c'est impossible. Comment est-ce possible? Vous savez qu'actuellement on miniaturise de plus en plus, c'est la loi de Moore, tous les 18 mois on miniaturise les microprocesseurs de la moitié. Alors, ce qui nous arrête, c'est l'infiniment petit. Et là, nous passons dans le quantique. Le quantique, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais ce que je sais, c'est qu'il va y avoir des ordinateurs quantiques qui vont bientôt sortir. Actuellement, en médecine, il existe des puces informatiques que l'on peut mettre dans la tête des gens, dans un but thérapeutique. Ce sont des puces. Alors on s'imagine une opération effroyable, on scie le cerveau, on va. Non, en fait, ça se passe très facilement et même sous anesthésie locale parce que le cerveau est indolore. Ce sont les épileptiques et ce sont les parkinsoniens, les gens qui ont la maladie de Parkinson. Et on va greffer une puce informatique à l'endroit du cerveau qui est responsable de leur maladie. Et cette puce se met en route quand il y a une décharge électrique ou éventuellement, pour les cas parkinsoniens, il y a un petit boîtier sur le côté qui permet de commander éventuellement l'intensité de la stimulation. Eh bien, c'est extraordinaire. J'ai un confrère qui a eu une jeune fille c'est très rare les parkinsoniens chez les jeunes, mais cette intervention qui était comme ça. Elle n'arrivait plus à parler. Elle a été greffée de cette manière par une puce informatique et maintenant elle remarche de manière formidable. Normalement, il en est stupéfait lui-même. Si vous connaissez des parkinsoniens, engagez-les à faire cette intervention parce que plus elle est faite jeune, meilleurs sont les résultats. Alors ces puces informatiques, on va pouvoir les développer et ça se met très facilement par les fosses nasales ou par le fond éventuellement de la gorge en fonction du point que l'on cherche à atteindre et que l'on atteint très facilement avec une échographie ou surtout par l'IRM. Vous savez qu'il y a des IRM fonctionnels qui vous permettent par exemple de suivre la progression d'un médicament le long d'un neurone. Vous savez, les neurones se prolongent par ce qui s'appelle un axone. Et l'axone se termine, ce sont les nerfs, hein. Donc ça part là puis ça se termine là, hein. Donc la cellule nerveuse est microscopique, mais elle est très longue. Alors l'axone, mais c'est pas demain qu'on arrivera à la conquête du cerveau, parce que tout autour il y a ce qu'on appelle les dendrites, qui sont des petits prolongements comme ça, et il y en a plusieurs centaines, et sur les dendrites il y a des espèces de petites épines qui sont des points de communication et qui donnent ce qu'on appelle les synapses. Et un neurone a au moins 2004 synapses. Alors vous imaginez sur 100 milliards de cellules les difficultés que l'on aura pour cerner tout ça.
Ça fait partie du C, c'est NBIC. Le but des transhumanistes, c'est de maîtriser les NBIC, nanotechnologie, biologie, informatique et sciences cognitives. Donc, les sciences cognitives ont deux tiroirs, si je puis dire, la connaissance du cerveau humain et le développement des robots. Donc, vous voyez un petit peu le quatrième stade, transformer l'homme en un robot, en ordinateur pensant, c'est ça la transhumanité. Et le cinquième stade, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous le dire. C'est la prise en main de tous ces ordinateurs qui ont été greffés sur tous les humains par une seule intelligence informatique qui sera aux mains de quelques personnes qui sont en fait les mondialistes. Tout concourt à cela, à créer une uniformité, puisque c'est dans le titre qui a été annoncé, une uniformisation de l'humanité pour que ça soit plus facile de les conditionner et de les mettre, de les transformer en robots. C'est ça le programme. Alors, ce sont alors ils disent ah oui, l'humanité pourra tenir dans une valise à force de faire des microprocesseurs de plus en plus petits, l'humanité tiendra dans une valise, 7 milliards de personnes, bon, très bien, mais la question que je pose, c'est qui est-ce qui tiendra la valise? Ah oui, c'est comme ça. Alors il y a beaucoup d'aspects dans les sciences cognitives. Actuellement, de plus en plus, on découvre le cerveau, mais on découvre l'usage que l'on en fait. Par exemple, actuellement, on met, ça se fait de manière expérimentale, on met des microprocesseurs dans la tête d'animaux, par exemple, et ces animaux ont dans le fond un micro-ordinateur dans la tête, et avec ça, ils peuvent commander quelque chose. Alors, il va arriver un moment où on va passer ça, parce que je prends l'exemple toujours qui est assez spectaculaire, qui est celui d'une femme qui s'appelle Aimee Mullins. Ça vous dit peut-être rien. C'est une Américaine qui fait partie des 50 plus belles femmes au monde. Effectivement, elle est très belle. Bon, elle est comme nous, elle commence à vieillir. Elle en reste pas mal. Elle est quand même très belle. Et cette personne-là est née sans jambes. Eh bien, on lui a mis au point des jambes qui sont commandées par son cerveau, par des microprocesseurs qui sont dans son cerveau. Alors vous tapez son nom et vous allez voir ce qu'elle vous dit. Elle a des jambes avec lesquelles elle peut courir, elle peut changer ses jambes. Elle dit « c'est très bien des jambes comme ça parce que des jambes en plastique, j'ai pas besoin de me raser les jambes, j'ai pas besoin de me couper les ongles de pied. » Bon, eh bien, elle dit « La secrétaire qui aura une puce, là on vous vend actuellement un petit appareil qui permet de traduire 40 langues. Quand un petit appareil comme ça, dans des micro-dimensions, sera mis dans votre tête, on n'obligera personne, mais la secrétaire qui parle 40 langues et celle qui aura refusé qu'on lui greffe cet appareil, comme Spielberg parlait de Google, elle ne trouvera pas de travail. Elle ne trouvera pas de travail. Donc, progressivement, à partir du moment où ça commencera à être fait, ça donnera des pouvoirs surhumains et nous arriverons à ce qu'on appelle le H+
des transaminases, qui est le changement d'humanité. Ça n'est plus l'homme réparé, c'est l'homme dépassé, c'est l'homme nouveau des transhumanistes. Vous voyez, l'homme augmenté, l'homme augmenté dans ses pouvoirs, augmenté dans ses capacités. En pratique, ces sciences ont pris un développement considérable. Par exemple, les Américains ont des soldats robots de cette nature. C'est très intéressant parce que si un robot saute sur une mine, c'est moins grave que si c'est un humain, pour l'instant. Bon, c'est moins grave. Et ces robots sont tellement humanisés que quand un robot est tué, on lui fait des funérailles avec l'hymne national, le drapeau américain. Il a un nom, il a un prénom. C'est incroyable, hein? Voilà. Madame va fermer son... Très bien. Donc, c'est demain l'homme robot qui s'annonce très progressivement, et le grand contempteur, c'est un dénommé Alexandre. Alexandre, il est très intéressé par cette affaire-là, je vais vous dire pourquoi. Laurent Alexandre, ça vous dit quelque chose? On le voit à la télévision, on le voit partout. Bon. C'est lui qui a diffusé le transhumanisme, et actuellement, il est en train de se poser des questions parce que déjà, il se disait, mais ça va arriver à la disparition de l'humanité. Alors, mon dernier livre, ça s'appelle « La fin de l'espèce humaine ». C'est-à-dire que Alexandre dit maintenant ce que je disais dans mon dernier livre il y a 3 ans. Apparemment, il y a des gens qui commencent quand même à réfléchir, et des gens de poids. Alors lui, il est intéressé par la génétique parce qu'il a une boutique de génétique en Belgique, et en Belgique, tout le monde peut demander un génome. Alors qu'en France, il n'y a que les hôpitaux qui peuvent demander le génome, ou la réquisition par la justice. Vous pouvez pas demander votre génome si vous voulez aller demander un génome au laboratoire, mais ça va se faire. Je pense que ça va se faire parce que ça peut pas rester comme ça. À chaque fois, on est obligé de passer par les universités et tout ça. Je l'ai vu pour moi, donc je sais ce que ça peut représenter en pratique. Pire, il y aura des puces biocompatibles qui permettent de décoder le cerveau, qui permettra, donc tout ce que vous pensez pourra être recueilli. Comme déjà maintenant, c'est un peu pareil, quand vous passez comment dirais-je, votre voiture au péage, eh ben c'est un petit peu la même chose. Alors ce mélange de microprocesseurs et de cerveau est actuellement en train de se faire, et on a amélioré comme cela les capacités cognitives, c'est des capacités d'intelligence de la souris, Goldman Université de Rochester, et on pense que en fait, ce qu'on appelle la névroglie, le gliome, représente 40% de la connaissance du cerveau, dans lequel on commence tout doucement à accéder. Il y a un autre aspect des choses qui est important, c'est que pour connaître mieux le cerveau, et c'est là où je dis quand même le bon Dieu, il doit rigoler quand on veut se prendre pour Dieu. Il y a un projet qui était payé par les Suisses qui s'appelle Blue Brain. Blue Brain Project. Le but de Blue Brain, c'était de réussir à copier le cerveau.
celui qui a lancé ça, c'est un dénommé Arkman. Et Arkman s'est trouvé limité parce que bon, la Suisse, il y a de l'argent, mais il faut quand même pas exagérer. Et il a réussi à persuader un certain nombre de savants qu'il fallait faire un cerveau artificiel. Et il y a des pays qui ont commencé à marcher, 1, 2, 3, et puis maintenant, tous les pays d'Europe, donc votre argent, qui part dans ce qui s'appelle l'Human Brain Project, le projet sur l'humain, sur le cerveau humain, pardon. Alors, l'Human Brain Project, il a démarré maintenant en 65, et attention, il y avait 18 prix Nobel qui travaillaient là-dedans. Hein. Il y a 800 chercheurs. Et il y en a toute une partie qui s'est révoltée parce que ils se sont dit, mais à quoi allons-nous? Vers quoi allons-nous, excusez-moi? À quoi allons-nous aboutir avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Pourquoi vous voulez faire ce projet-là? Et ils ont fait le même raisonnement que moi, à savoir que ce projet allait aboutir à la destruction de l'espèce humaine. Donc ils se sont mis en grève et ils ont arrêté le projet. Et puis on leur a dit, bon bah écoutez, vous travaillerez uniquement dans la partie qui serait susceptible de soigner les maladies. Et il y a eu un deuxième mouvement de révolte, tout simplement parce que les choses n'avançaient pas. On n'y arrivait pas. Des milliards de connexions, vous comprenez, ça séquence pas comme ça du jour au lendemain. Hein, vous pensez le nombre de synapses qu'il y a pour une seule dendrite, ça fait des milliards de connexions. On ne sait pas d'ailleurs, parce qu'on ne sait même pas le nombre de cellules qu'il y avait dans le système nerveux. Quand j'étais étudiant, on disait 1 milliard, et puis on est passé à 100 milliards, puis il y en a un autre qui a dit, ben non, c'est pas 100 milliards, c'est 85 milliards. Bon, donc les sciences cognitives, c'est pas encore au point. Par contre, dans cet esprit-là, on a vu ce qu'étaient les mutants, c'était des gens dont on avait transformé le génome, mais les cyborgs, c'est un mélange d'hommes et un mélange d'humains. C'est Terminator, si vous voulez. Hein. Je sais pas, j'ai pas vu, hein, mais c'est un sujet qui a été traité, qui a été traité. Alors, l'idée était de réussir à numériser le cerveau et de le mettre sur Internet. Alors, il y a eu un très bon film qui est sorti, qui s'appelait Transcendance. C'est un chercheur qui étudie la possibilité de numériser le cerveau humain. Et dans certaines circonstances, il attrape une maladie mortelle et il meurt. Sa femme, qui a travaillé avec lui sur ce projet, a un amour fou pour lui. Et elle dit, eh bien, on est assez avancé et on va, la numérisation du cerveau, on va transférer le cerveau vers la numérisation. Et donc, le cerveau se trouve dans un ordinateur, et comme maintenant, les ordinateurs parlent, comme vous savez, je sais pas quoi, Hello, comment c'est Hello, Hello, OK Google, voilà, bon, j'ai pas encore, OK Google, bon, alors ils parlent comme ça. Et petit à petit, elle s'aperçoit que l'ordinateur commence à faire des choses anormales et même dangereuses qui tuent des gens. C'est-à-dire qu'elle ne le contrôle plus. Le transfert a entraîné
à la création d'un monstre. Et elle se décide elle-même à le tuer en pleurant. Voilà. Alors, c'est un thème de science-fiction, mais qui est devenu récurrent, si vous voulez, maintenant. Alors, ma femme me met un petit mot, mais tout ça, ça fait partie du projet du nouvel ordre mondial. C'est que le nouvel ordre mondial, c'est que tous les gens soient transformés en moutons et que l'on pourra diriger, ou en ordinateur, que l'on pourra diriger comme on le voudra et de la manière dont on voudra. C'est les futurs maîtres du monde. Société secrète, vraisemblablement. Alors, il y en a qui disent les Illuminati. La franc-maçonnerie, c'est plutôt c'est pas dans la cour des grands. Enfin, vous voyez, il y a toute le Bohemian Club. Ce seront des gens comme ça où l'ensemble de ces sociétés secrètes, ce sont eux qui dirigeront le monde, ou peut-être un groupe de scientifiques qui sera plus avancé que les autres et qui dirigeront comme ça le monde entier. Il faut reconnaître quand même que la je sais pas que c'est un néologisme que je fais, la cyborganisation a quand même du bon, parce que le fait de pouvoir remplacer des membres, par exemple, je vous parlais des soldats, mais pouvoir remplacer des membres par une puce qu'on met dans le cerveau et que le bras commence à fonctionner, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a un garçon, vous savez, qui a eu le premier cas qui a été fait comme ça en France. C'est un garçon, j'ai son nom quelque part, qui a eu le deux doigts de la main écrasés. Et il a fait faire, ou on lui a fait faire en Amérique, un doigt articulé sous la dépendance du cerveau. Et c'est le premier homme qui ait été greffé et soigné de cette manière-là en France. Alors c'est évidemment extraordinaire. Le cas d'Aimé Mullins, c'est quelque chose. Mais la grande idée, c'est que l'homme doit se défaire du poids de la naissance, de la grossesse et de la maladie. C'est ce que dit Kurzweil. Il dit « Nous allons vous rendre immortels ». Ah, chic alors. Alors, qui peut être contre ça? Alors, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le professeur Toussaint, qui est chargé justement de voir l'influence de l'environnement sur les hommes et la nourriture, etc., quelles que soient les circonstances, effectivement, l'homme ne peut pas dépasser 120 ans. Parce qu'il y a le climat, parce qu'il y a la manière de vivre, parce que il y a le chien qui aboie tout le temps, voilà, c'est comme ça. 120 ans. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que c'est écrit dans la Bible, tel quel. J'ai la référence quelque part, hein. Notre ami me le confirmera, que l'homme devra vivre 120 ans. Vous voyez, c'est pas des coïncidences, hein. Dieu, il sait ce qu'il fait, hein. Dieu, il fait ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Bon, alors je voudrais quand même dire un mot du fait que... voilà, ce garçon, il s'appelait Florian Lopez. Et ça a été le premier Français à avoir bénéficié de 3 doigts articulés commandés par la pensée. C'est ça, il faut reconnaître que c'est fantastique, quoi, hein. Non. Le gros obstacle de ça, c'est que le cerveau, en fait, dépend des hormones. Et la sécrétion d'hormones, elle dépend de l'ADN. Et actuellement, on ne connaît pas suffisamment l'ADN pour pouvoir calculer la quantité de sérotonine. Sérotonine, c'est l'hormone du plaisir, hein. Bon, là, l'hormone de l'amour, c'est l'ocytocine qu'on utilise dans les accouchements pour accélérer les accouchements. Et ça marche très bien.
Alors il faut voir ça comme une espèce de gigantesque conspiration comme l'homme, mais Alexandre se dit, il n'y a pas moyen de s'y opposer. Il n'y a pas moyen de s'y opposer. Et dans cette religion qui s'infiltre comme ça par la pensée scientiste, eh bien, tout le monde a l'air de dire on n'y peut rien, et puis ça va se faire tout doucement. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Bon, la greffe, je vous en avais parlé de ça. On a greffé le cerveau du Caenorhabditis elegans, qui est ce petit ver, dans un jeu de Lego. Et ce jeu de Lego, c'est pas un jeu qui s'emboîte comme ça, hein, c'est un truc filiforme. Bon, et ce Lego se comporte exactement comme le ver, c'est-à-dire que devant, s'il voit qu'il va se brûler, il va se retirer. S'il voit qu'il y a un mur, il va se retirer. Enfin, il agit comme le Lego agit comme le ver. C'est assez sensationnel, mais l'inverse est vrai aussi. Vous pouvez retrouver facilement sur Internet. On a mis un ordinateur sur la tête d'un cafard, et alors vous allez dire ça sert à quoi? Ben, vous allez comprendre très bien. Ça sert quand il y a par exemple un éboulement ou une chose comme ça, ou une maison qui s'écroule, on envoie le cafard et le cafard se glisse pour voir s'il y a encore quelqu'un de vivant. Tout n'est pas négatif, je veux dire. Bon. Mais ça laisse entrevoir la possibilité de greffer le cerveau humain sur une machine, ou de greffer une machine sur le cerveau humain. Voilà donc la perspective. D'où l'importance de la numérisation. Alors je tiens quand même à vous mettre en garde. Google, son chef de recherche, je vous ai dit qu'il avait pris la direction du programme scientifique de Google. Et Google vient... Alors Google, c'est un truc énorme. Ils tiennent 80% de la robotique. Ils ont racheté les 2 tiers de la robotique sans que personne s'en rende compte. Même pas General Electric, qui est le plus grand groupe au monde. Comme ça. Donc ils sont arrivés, Google fait des recherches dans le domaine médical par son propre laboratoire qui s'appelle Calico, et Google va réunir tous ces pôles de recherche au même endroit, avec ça s'appelle Alphabet. Alors, vous dites Alphabet, ben oui, c'est la première lettre c'est le alpha des Grecs, c'est le commencement, mais il y a la fin, alpha, bet. Et bet, en anglais, ça veut dire je parie. Alors, je parie que nous serons à l'origine de toute chose dans le monde. C'est leur programme. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard là-dedans. Hein. C'est ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Hein. Je n'ai pas inventé, c'est eux-mêmes qui le disent. Hein. On est face à une puissance colossale, et le contrôle des ordinateurs, c'est quelque chose d'effrayant, parce que, par exemple, il existe des ordinateurs minuscules qu'on appelle les nanobots. C'est des robots absolument minuscules, du nanogramme. Avec ça, par exemple, on peut les injecter et aller prélever un morceau de tumeur ou détruire un morceau de tumeur. Il y a même des spermbots, c'est-à-dire des spermatozoïdes qui sont guidés, c'est pour améliorer la fertilité, hein, les cas de stérilité, qui sont guidés par un petit ordinateur qui a été fixé sur la queue.
et qu'il y a un tropisme vers l'ovule pour arriver à le féconder. C'est vraiment étonnant. Mais on peut s'inquiéter quand on sait qu'il existe maintenant des poussières informatiques et on en répandrait dans cette pièce. Cette poussière informatique que vous avalerez par le nez et par la bouche pourra vous transformer complètement, pourra vous transformer le cerveau. Vous voyez? Alors c'est des perspectives qui sont absolument effrayantes et où est-ce que ça nous mène? On n'en sait rien. La réponse, elle est donnée par le politique. Alors vous allez me dire, 5 000 milliards de valorisation boursière, l'État français, 381 milliards, qui est-ce qui dirige le monde? On peut se le demander. On peut se le demander. Si ces gens-là se mettent les chefs d'État ne seront plus que des jouets aux mains des GAFA. Et c'est ce qui d'ailleurs est en train de se passer. Si la France ne ferme pas ses frontières à l'ensemble des pays pour protéger son industrie, pourquoi Alstom est parti, pourquoi les APO qui étaient à Boulogne, 6 000 emplois ont déménagé en Suisse, c'est à cause des GAFA. C'est pour permettre les GAFA de s'enrichir. C'est ça le nouvel ordre mondial qui a été annoncé. Alors il y a aussi des neurones artificiels qui ont été mis au point par un Allemand. Alors j'ai quand même trop parlé et je vous passe parce qu'il y a tellement de choses. Je voudrais quand même vous dire que le projet le plus inquiétant actuellement, c'est le remplacement des hommes par des robots. Vous pensez bien que quand il y avait une caissière qui gagnait sa vie, c'était pas marrant pour elle, mais elle gagnait sa vie. Quand on aura mis des robots partout, il y a des quantités de personnes qui vont se trouver au chômage. Alors on va nous dire, oui, mais c'est pas grave, on va les recycler dans l'informatique. C'est faux, parce que les ordinateurs seront commandés par d'autres ordinateurs. Donc ces gens-là vont être marginalisés, voire être considérés comme des inutiles. Et à un moment, on dira, oh, bon, on tue bien les fous, ces gens-là, ils sont inutiles. Ils sont inutiles. Vincent Lambert, ça vous dit quelque chose, vous avez suivi ça. Les recours qui ont été faits par mon ami Jérôme Triomphe, c'est moi qui ai été à l'origine de l'affaire Vincent Lambert. Parce que sa mère m'a appelé au téléphone, je la connaissais pas, j'ai jamais entendu parler d'elle. Elle m'a dit, mon fils est en état relationnel. Mais je lui ai dit, s'il est en état relationnel, c'est qu'il a peu de relations. Bon, mais ça veut pas dire qu'il est mort. C'est dans le terme lui-même qu'il est pas mort. Alors je lui ai dit, madame, on est en train d'assassiner votre fils. Alors le lendemain, elle m'a appelé et je connais un avocat à Paris qui s'appelle Jérôme Triomphe et qui est un ami de mon fils. Et c'est lui qui s'est battu, mais c'est lui qui a été... il a utilisé toutes les ressources possibles et imaginables pour sauver la vie de Vincent Lambert. Parce que la question, elle est là, c'est que des gens qui sont dans l'état de Vincent Lambert, il y en a un certain nombre en France, et que si on tue Vincent Lambert, on tuera ces gens-là, tôt ou tard. Vous comprenez? Et les familles s'inquiètent, tout le monde peut s'inquiéter. Alors Jérôme, là, qu'était-il dit dans l'arrêt, écoutez ça, qu'est-il dit dans l'arrêt du Conseil d'État? Son état le rend inutile à la société. Voilà, c'est la condamnation à mort. Mais cette condamnation à mort, les gens inutiles à la société, il n'y a pas que Vincent Lambert, vous comprenez? Et ça,
ça va servir de, comment ça s'appelle, jurisprudence, voilà, merci, de jurisprudence à d'autres cas. Vous voyez ce que ça peut représenter. Il y a un truc marrant, je vais raconter un truc marrant, parce que c'est ce que je vous dis, c'est quand même grave. Hein. C'est même très grave. Il y a un gars qui s'appelle Hayworth. Pour les gens qui ont mon âge, il y avait une chanteuse qui s'appelait Rita Hayworth, et qui était célèbre par son nombre de divorces. Alors, Hayworth a dit, comment il a dit, je compisse la société. C'est-à-dire, je pisse sur la société. Moi, ce que je veux, la société ne peut pas me faire vivre éternellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire numériser mon cerveau. Bon, manque de peau, on peut pas encore le faire. Alors, il a décidé de se faire euthanasier et de faire couper en très très fines tranches son cerveau et de le plastiniser, c'est-à-dire le mettre sous une espèce de substance plastique, si vous voulez. Bon. Et il a dit que donc il se fera euthanasier. Il a fait venir tous ses copains pour faire la fête de son euthanasie. Puis le lendemain, il a dit, ah ben non, je vais pas le faire. Alors, il y a beaucoup de fous là-dedans. Malheureusement, il y a presque... Alors, il y a aussi des gens qui ont... Vous savez ce que c'est qu'un hologramme, hein? Ben, ils proposent de transformer les gens en hologrammes. Alors, je vous rappelle, je vous avais cité une phrase de Hawkins, là, et il y en a une autre phrase qui est tout aussi grave, qui a dit que le plus grand, Stephen Hawking, qui vient de mourir et qui est considéré comme le plus grand scientifique de l'ère contemporaine, enfin, il n'était pas croyant, c'est lui qui a découvert ce qu'on appelle les trous noirs, sur lesquels on s'excite beaucoup en ce moment. Et Hawkins était atteint de sclérose latérale amyotrophique, c'est-à-dire que il pouvait plus progressivement, il pouvait plus bouger ni les bras ni les jambes, et il avait créé un appareil spécial pour pouvoir parler, qui enregistrait ses paroles sur un ordinateur. Alors voilà ce qu'il a dit. En ce qui concerne le transfert de la pensée ou du cerveau sur un disque dur, qui est la phase ultime de ce que je vous avais dit, c'est que ce serait le transfert de la pensée serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Malheureusement, ce pourrait être le dernier. Donc, il considère que le transhumanisme aboutirait, comme moi je le pense et que j'écris dans mon dernier livre, La fin de l'humanité, que ça pourrait être quelque chose comme ça. Bien, alors, le monde des robots, je vous en ai parlé un petit peu. Il y en a un qui m'a frappé, si je puis dire, et après je terminerai parce que je crois que notre ami voudrait nous parler aussi. Il y a depuis longtemps un robot qui est fait pour les personnes c'est au Japon, hein, qui ont des problèmes psychologiques. Et on s'adresse à eux, et comme on s'adresserait à un psychiatre, mais en disant peut-être beaucoup plus que ce qu'on dirait aux psychiatres. Et le robot, alors il y a des sites, hein, vous pouvez y aller, vous pouvez les trouver, hein, je sais pas s'ils sont en français, et alors, le robot analyse ce que vous dites par le mouvement des lèvres et les mouvements de la face, le mimétisme facial. Et il vous répond, et il vous conseille, et il vous dit comme si c'était sa vieille maman qui vous dit « Ah ben tu devrais faire ça et ça tu devrais faire ça ». Et ça marche, paraît-il, très 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 bien. Alors, il faudra se dire que on n'est pas, c'est pas évident que tout cela se passe de cette manière-là. On a décidé, les politiques ont décidé un jour que
on arrêterait le clonage. C'était interdit. Bon, eh bien, il n'y a plus de clonage, on n'en a plus entendu parler. Ça s'est excité avec la brebis, là, et puis maintenant on n'entend plus parler du clonage. Pourquoi? Parce qu'il est interdit. La manipulation du génome à but non thérapeutique est interdit sur le plan international. Sauf les Chinois sont imprévisibles. Bah, tout le monde respecte quand même ça. Si bien que ce qu'il faut, c'est une réponse politique. Et la politique, ben pour l'instant, c'est Macron. Pour l'instant, c'est Macron. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Je vais vous le dire, vous dites, ah bah oui, tout ce que vous nous dites, ça nous écrase. Et comme disait Laurent Alexandre, on peut plus rien faire. Maintenant, il dit, on peut faire quelque chose. Et il dit ça. Il dit, il y a la politique, il y a les hommes politiques. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre plume. Une plume, c'est ce qu'il y a de plus actuellement le plus utile. Les courriels, là, ça c'est zéro. Hein. Moi, j'en reçois plusieurs centaines par jour. La plupart, je les lis pas parce que vous comprenez. Les Américains, il suffit de signer un truc pour la vie en Amérique. Ils passent à un autre site, qu'ils passent à un autre site, etc. Alors vous vous retrouvez avec la même nouvelle 10 fois. Alors vous commencez par dire ah bah oui, bah celui-là, il m'apprend rien. Je peux l'éjecter. C'est pareil en politique. Hein. Il y a des sites de droite. Ils se copient plus ou moins tous sur les autres. Alors, votre force, c'est une plume, un stylo. Et vous écrivez à la main ou vous écrivez sur ordinateur, mais vous envoyez une lettre, vous mettez un timbre. Et vous dites à votre député, monsieur, si vous signez la GPA, si vous signez la PMA, je ne voterai pas pour vous. Je suis mère de 4 enfants, j'ai 11 petits-enfants, et tous ces gens-là voteront contre vous. Ça marche pas mal. Et vous pouvez le faire à Macron. Vous dites, oh, j'étais un des premiers à voter pour vous. Ah ben non, ben là je suis plus d'accord. Bon, d'accord, je reconnais que vous avez eu l'honnêteté de revenir sur les retraites, etc. Bon. Faut le voir s'il le fait, hein, parce que lui, hein, on disait de Chirac qu'on l'appelait super menteur, mais alors lui, il en tient une dose. Je veux dire, ça, par rapport à son programme, dans son programme, il promettait tout à tout le monde. Alors, ça c'était très bien. On était sûr de... Bon, ça, vous voyez, ça, vous pouvez le faire. C'est des choses, c'est simple. Il y a pas besoin de... s'il faut vous déranger pour aller acheter un timbre, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Hein. Mais faites-le. Ça a une influence considérable à un moment où les gens ne savent plus ni lire ni écrire. C'est considérable. Ne faites pas de faute d'orthographe, parce que si vous faites d'orthographe, il va dire oui, celui-là, c'est comme on dit à Boulogne, c'est un Wall, c'est un Wallon, il connaît pas le français. Bon, et donc écrivez une belle lettre. Faites-le, faites-en une tous les jours. Vous pouvez pas savoir l'importance que ça peut avoir. Hein. Bon, entre autres, à part l'association catholique des médecins et des infirmières, je suis président de la société académique. Bon, plus pour longtemps, parce qu'en juin, je le serai plus, parce que je passe la main. Je trouve qu'à 75 ans, j'ai assez travaillé. Bon, c'est une association de défense du patrimoine qui publie des livres. Alors, sous ma présidence, il y en aura 62. C'est du régionalisme, hein, uniquement du régionalisme concernant le Boulonnais. Bon, et je vois que le commissaire-priseur fait une vente, et à ma grande surprise, je retrouve des pièces qui venaient d'un château que je connaissais. Et il y avait entre autres l'hôtel, il y avait une reproduction magnifique d'une descente de croix qui se trouve dans la cathédrale de Saint-Omer. Et puis un certain nombre de choses qui étaient
qui étaient dans les murs, si vous voulez, des dessus de portes, des dessus de cheminées, etc. Or, ce château est classé monument historique. Alors, vous savez, c'est qui a fait la son nom m'échappe, qui a fait c'est un poète, qui a fait la recension de tous les châteaux et monuments de France. Quelqu'un peut me le dire, non? Non, enfin bref, il est très connu. Bon, et il est dans ce répertoire. Eh ben, j'ai écrit au sous-préfet. Tout de suite, le sous-préfet avait retiré tout ce qui concernait ce château de la vente. Vous ne pouvez pas savoir l'effet que... Moi, je me suis dit, il va foutre ça à la poubelle. Eh ben, pas du tout. Le commissaire-priseur a renvoyé une autre présentation de tout ce qu'il y avait dans le château. Vous ne pouvez pas savoir l'importance que ça peut avoir. Une fois... qu'est-ce que c'était là? J'avais écrit une lettre au quotidien du médecin. Voilà. Alors, j'avais écrit une lettre au médecin de notre fichier. Et on avait bloqué c'était quoi? Sur la passion Mel Gibson, oui. On avait fait, ils avaient fait un article répugnant sur la passion du Christ et sur le Christ lui-même. Et j'avais écrit, et il y avait plein de médecins qui avaient écrit en même temps que moi. Résultat, c'est qu'ils ont publié ces lettres-là, et puis ils ont fait une lettre dans laquelle ils s'excusaient d'avoir froissé certains de leurs lecteurs. Donc avec une seule lettre, vous savez pas ce que ça va devenir. Vous voyez, vous ne savez pas ce que ça va devenir. Alors faites ça. Pensez-y, pensez à faire ça. Je termine simplement par une citation de Aldous Huxley. Aldous Huxley, si vous me posez des questions là-dessus, je pourrais vous donner peut-être des détails, mais Aldous Huxley a écrit Ce meilleur des mondes, qui en soi était prophétique. Prophétique. C'est-à-dire ce qui se passe dans le meilleur des mondes, il faut que vous lisiez ça. Parce que ce qui se passe actuellement dans le monde entier, dans nos pays, il faut que vous lisiez ça. Comme ça, vous aurez des idées là-dessus. Et ce livre est de 52. Et en 58, ce livre a connu un succès colossal. Et en 58, il écrit un livre qui s'appelle Le retour sur le meilleur des mondes. Et il écrit ceci: en attendant, il reste quelques libertés dans le monde. Peut-être les forces qui la menacent sont-elles trop puissantes pour que l'on puisse résister longtemps. On se dit, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on résister? En attendant, c'est encore et toujours notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous opposer à elle. Voilà, c'est toujours notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous opposer à elle. Et c'est pour ça que je suis ce soir parmi vous. Voilà. Le Seigneur de l'univers, Yeshua, Yeshua, oh le Dieu